Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde de Naya Air intitulée Comment IA et robotique peuvent accompagner les évolutions sociétales. Pour répondre à cette large question, nous avons un plateau très complet d'intervenants. Alors, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef de Curieux. J'ai le plaisir d'animer, de modérer ces échanges. À mes côtés vont prendre place Yann Maréchal. Yann Maréchal vient de Bordeaux Métropole. Elle est chargée de mission usage et éléments durables à la direction de l'innovation. Allez-y, Yann Maréchal. Et durable à la direction de l'innovation et de l'aménagement numérique. Ensuite, nous rejoint Laurent Thierry, responsable service transition énergétique et environnementale à ADI, l'agence de développement et innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Xavier David Beaulieu, directeur technique de la société Viti Rover, dont on parlera très rapidement. Mohamed Mosba, professeur à Bordeaux INP et porteur de la chaire ITS, Mobilité et Transport Intelligent. Et enfin, Cyril Leclerc, responsable du pôle Data du LIR, le centre de recherche de Suez. Alors, on va commencer ce tour de table par vous. Laurent Thierry, vous avez une belle photographie de ce qui peut se faire sur le sujet IA, robotique et évolution sociétale. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la place de l'IA et de la robotique dans les enjeux liés à la transition écologique ? Pourquoi sommes-nous entrés dans l'ère de la data ? Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurent Thierry, je travaille à ADI Nouvelle-Aquitaine, qui est l'agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je chapeaute un service qui s'occupe des transitions énergétiques et environnementales. Alors, pour apporter des éléments de réponse à la question, je crois qu'il ne nous aura pas échappé qu'on est rentré dans une ère qui est une ère qui nous impose un certain nombre de transitions, de grandes transitions. Une des transitions est dictée par le climat. Je pense que ça nous occupe toutes et tous. On en voit beaucoup de conséquences aujourd'hui. Et les grandes décisions qui se prennent pour accélérer et accompagner ces transitions pour le climat, finalement, elles sont de deux ordres. La première, elle tourne, on l'entend tous en ce moment pour une question de conjoncture, mais plus globalement, elle tourne autour des questions de sobriété. C'est-à-dire, on rentre dans une ère de la sobriété, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit de matière, qu'elle soit de nos déplacements, qu'elle soit de beaucoup de choses. Et puis, même si ça peut paraître paradoxal, on rentre aussi dans une ère de la massification d'un certain nombre de nouveaux usages ou d'un certain nombre de nouvelles façons de produire, de travailler, etc. Qui dit sobriété, dit évidemment sobriété, il faut commencer par piloter. On est sobre sur quoi ? Il faut commencer par connaître ce qu'on peut économiser, ce qu'on peut faire différemment. Et donc là, déjà, un premier élément de réponse, pour pouvoir être sobre, il faut pouvoir avoir de la data pour savoir comment on peut mieux voir ces flux, les économiser, les piloter et puis du coup les gérer différemment. Et puis qui dit massification, dit aussi data, dit aussi process industriel, dit aussi massification, dit aussi revoir ses procédés industriels. Et là, on fait appel à beaucoup évidemment de chaînes de valeur industrielles, dont la robotique et dont l'intelligence artificielle, pour massifier un peu les flux, aller plus vite, gagner en compétitivité et puis être au rendez-vous de ces grandes transitions qui font qu'aujourd'hui on doit accélérer sur ces deux sujets. Donc voilà, nous ce qu'on observe, notamment sur les sujets de transition énergétique et environnementale, mais sur plein d'autres sujets. Mais je pense qu'on pourra y revenir dans la table ronde au fur et à mesure des interventions. Absolument, on va passer un exemple très précis et très concret avec Viti Rover. Xavier David Beaulieu, Viti Rover s'inscrit dans cette démarche de la sobriété, de l'optimisation de l'utilisation énergétique. Voilà, pardon. Donc je suis Xavier David Beaulieu, à l'origine de l'entreprise Viti Rover. Au départ, je suis viticulteur et l'idée, c'était de proposer à mes collègues viticulteurs une solution qui leur permettait, d'une part, de se passer de désherbage chimique pour l'entretien des vignes et d'autre part, constatant la gabegie d'énergie qu'on faisait avec nos énormes machines, nos gros tracteurs, de proposer une solution la moins énergivore possible, partant donc d'une toute petite machine dédiée à une toute petite fonction, le couper de l'herbe dans les pieds de vigne. Donc la société est née en 2010, donc sur cette idée-là. Vraiment, c'était le lien fort là-dedans. Aujourd'hui, nous avons une centaine de machines. L'objectif est évidemment toujours le même. Il est encore plus d'actualité depuis quelques mois ou depuis quelques années, à savoir la sobriété énergétique. Est-ce qu'on a besoin d'un tracteur de 100 chevaux pour couper quelques brins d'herbe ?
Je pense que la réponse est non. Et donc, nous, on s'est accroché, on a travaillé sur une machine qui était le plus possible économique en termes d'énergie. Et puis, voilà. Donc, le lien avec l'IA, on le fera tout à l'heure. Nos machines remontent vers le web toutes leurs informations de fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire les résultats des automatismes, et remontent en plus un certain nombre d'informations qui sont propres, qui sont plus liées à des données agronomiques, à savoir la quantité d'énergie nécessaire à tel endroit et à tel lieu et à telle date. Et donc, partant de cette donnée atomique de base, on est capable de reconstituer sur plusieurs années des cartographies agronomiques de vitalité de la parcelle. Et donc, voilà, on reviendra là-dessus sur la partie plus proprement fonctionnement de la machine, l'IA et tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux chevaux de bataille, c'est favoriser la non-utilisation de produits chimiques pour le désherbage des vignes et surtout plus de gabegie d'énergie pour l'entretien de cette dite surface. Voilà. Alors, CVT Rover existe depuis 12 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Tout à l'heure, on en parlait. Évidemment, donc, vous êtes parti d'abord côté viticulture. Et aujourd'hui, ce robot qui se gère tout seul, en quelque sorte. En tout cas, n'a pas besoin de l'intervention. On est probablement parmi des très peu au monde à avoir des robots qui sont réellement dans la nature à faire du travail et pas simplement des démonstrations. Effectivement, on a mis beaucoup de temps parce que la tâche est complexe. La tâche est très complexe. Un robot se déplaçant dans la nature, dans le sauvage, est confronté à une multitude de situations absolument quasi infinies. Et donc, il faut faire en sorte que le robot reste vivant le plus possible, quitte à dépenser le moins d'énergie possible, se déplacer lentement si jamais il y a des obstacles irrémédiables. Et se sont ouverts à nous, comme le disait Alexandre, en fait, une foultitude de marchés auxquels on n'avait pas pensé initialement. Et en fait, il s'avère que l'herbe est le marché le plus récurrent du monde. Si vous ne faites rien ici, dans 2 ans, il y a de l'herbe. Donc il faudra s'en occuper d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est valable pour tous les outdoors. Si on ne fait rien dehors, l'herbe va pousser. Et donc on a été sollicité notamment par des exploitants de champs photovoltaïques, par des exploitants de lignes de chemin de fer sur les abords desquels il faut absolument couper l'herbe, des centrales EDF, des cimetières. Enfin bon, c'est affolant le nombre de marchés différents qui est concerné par cette fonction toute simple qui est couper de l'herbe avec le moins d'énergie possible. Merci. Alors Cyril Leclerc, il y a une autre réalité environnementale. On parlait de l'herbe qui pousse partout. Aujourd'hui, cet été, la sécheresse a été propulsée sur le devant de la scène médiatique. Quel est le rôle de la data dans le cadre de la disponibilité de la ressource du côté du LIR? Comment vous travaillez en fait sur cette question-là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Cyril Leclerc. Donc, je travaille effectivement au LIR, qui est un centre d'innovation de Suez, basé à Bordeaux. Et je suis responsable d'un pôle data où on met en œuvre des solutions d'intelligence artificielle pour répondre aux grands enjeux environnementaux qui sont assez nombreux et complexes. Donc, si on regarde un petit peu le petit cycle de l'eau, en fait, il y a 2 grands défis majeurs pour Suez. Il y a d'une part le maintien de la ressource, d'une ressource qui se raréfie, en fait, et ensuite la protection du milieu naturel. Mais avant de vous parler plus précisément de l'IA et comment on l'utilise chez Suez, effectivement quelques mots de contexte sur le dérèglement climatique et son impact sur la ressource en eau. Alors vous avez tous en tête ce fameux été 2022 où on a été confronté à une sécheresse qui a été exceptionnelle. Et si on s'arrête un petit peu sur cette situation, à la fin de l'été, fin août, en fait, on se retrouvait, si on regarde les arrêtés en fait sécheresse, que ce soit pour les eaux de surface ou les eaux souterraines, on était en fait en crise partout, à peu près partout sur le territoire. Donc c'est vraiment une situation exceptionnelle. Et concrètement, ça s'est traduit comment? Si vous voyez la Loire, on pouvait carrément la traverser à gué cet été. Donc c'est rarissime. Donc ça, c'est vraiment les conséquences du changement climatique. Et ça va avoir un impact direct en fait sur les quantités d'eau qui sont disponibles. Et le dérèglement climatique, en fait, il va se manifester notamment par une modification de la pluviométrie, mais aussi par, comme vous le savez tous, mais par une hausse des températures. Donc la pluviométrie, donc il y en a moins l'été, plus l'hiver. Donc on pourrait se dire, ok, il y a plus de pluie, ça recharge les nappes, mais ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est des événements qui sont de plus en plus intenses et donc qui ne favorisent pas la recharge des nappes. Et d'autre part, la hausse des températures va va provoquer de l'évapotranspiration
et donc un assèchement finalement. Et donc si on regarde un petit peu les autres surfaces, on va se retrouver dans certaines situations carrément face à des problématiques où on va avoir des ruptures d'alimentation en eau potable, et dans certains cas on va avoir aussi une dégradation de la qualité de l'eau. Alors pourquoi la dégradation? Parce qu'en fait, du fait des activités humaines et du fait d'avoir moins d'eau disponible, en fait on a une augmentation de concentration de polluants dans la ressource, et ça peut amener dans certaines situations carrément à ne plus utiliser certains captages ou forages. Et même le manque d'eau, finalement, on a certains forages qui ont pu les piller dans l'eau et donc qui deviennent inexploitables. Donc voilà, ça c'est un petit peu la situation à laquelle on fait face. Et du coup, ça va nécessiter, en tout cas pour nous, de mettre en place une gestion qui va être plus fine, qui va nécessiter de mettre en œuvre une gestion qui va être à la fois durable, donc il va falloir tenir compte des générations futures, et d'autre part, il va falloir qu'elle soit territorialisée, cette gestion-là. C'est-à-dire que tous les territoires ne sont pas soumis à la même tension en termes de quantité et qualité de l'eau potable. Donc pour faire tout ça, c'est là qu'on sort finalement cette techno et l'intelligence artificielle, et qu'en fait on va essayer de l'adapter chez Suez au territoire pour essayer d'intervenir sur tous les maillons de la chaîne. Donc si je reprends mon petit cycle de l'eau, en amont on va s'intéresser à comment et combien les produisent finalement les différentes ressources en eau. Au milieu du système, on va s'intéresser plutôt aux infrastructures et on va modéliser finalement les durées de vie selon le contexte. Et en aval, on va s'intéresser aux consommateurs, à essayer de comprendre comment ils consomment, combien, quand. Et ça, c'est l'IA qui va nous permettre cette capacité-là. Et je reviens sur ce qui avait été dit au départ. Effectivement, tout ça, c'est basé sur de la data. Alors, on ne le sait peut-être pas trop, mais toutes ces infrastructures qui sont gérées chez Suez, elles sont invisibles, mais en fait, elles sont instrumentées depuis des années. Et on a déjà une supervision et une exploitation en fait, du système où on valorise toutes ces données. Et avec l'IA, ce qui se joue, en fait, là, c'est la capacité de prédiction, d'aide à la décision et d'anticipation. Et c'est là qu'on va pouvoir aller plus loin pour optimiser finalement le système. Merci beaucoup. Yann Maréchal, avec l'exemple de Suez, on touche du doigt la Smart City ou ville intelligente. Comment la collectivité territoriale qui est Bordeaux Métropole s'empare des enjeux de l'IA ? Il s'en empare en collaborant avec le LIR, notamment, sur la question des data et des ressources en eau. Comment on s'en empare dans les collectivités territoriales ? On l'a déjà dit, hein. D'abord, il faut qu'on sache gérer notre patrimoine de données. Du coup, bien sûr que c'est un enjeu, l'IA. Bien sûr qu'on projette déjà des applications pour remplir des défis sociétaux grâce à l'IA. Mais avant, on a vraiment besoin de s'organiser, de comprendre, de connaître notre patrimoine de données, de le partager aussi, parce que je pense que tous les intervenants ici et toutes les personnes dans la salle ont bien en tête que pour faire de l'IA, il faut une expertise particulière avec des data scientists, des data engineers, etc. Mais il faut aussi forcément le concours d'experts métiers. Quand on veut faire de l'IA, par exemple, sur la raréfaction des ressources en eau et sur les impacts justement sur l'environnement et l'écosystème, on a besoin d'experts. Ce n'est pas le data scientist qui va être, lui, expert de tous les sujets. Donc on a besoin d'embarquer des gens dont c'est le métier. Et du coup, dans une collectivité, on va réussir assez facilement à se créer une culture autour de la donnée dans les directions informatiques, mais il faut arriver à faire par effet de capillarité, progresser cette culture au sein des directions métiers. Donc, on en est vraiment à s'emparer de ce sujet pour diffuser cette connaissance, cette conscience et cette envie de manipuler la data. Alors du coup, Sophie Woodville qui est présente a organisé un très gros événement à Bordeaux Métropole qui a eu vraiment un grand succès qui s'appelait le Printemps de la donnée, qui a réuni plus de 500 collaborateurs autour d'ateliers dédiés à la donnée. Et je peux le dire, en tant que témoin, j'étais très surprise de voir des personnes que je les aurais jamais attendues pour aller venir apprendre à faire une data visualisation, des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique, et qu'on est amené à faire de la manipulation de données. Et du coup, forcément, l'objectif, c'est de déboucher demain sur un grand schéma directeur de gouvernance autour des données pour gérer tous ces cycles de vie, pour apprendre au métier à être maître de la montée en qualité des données, de leur contribution, de leur partage, de leur valorisation. Et ce n'est qu'à partir de cette réussite-là qu'on pourra
réellement s'outiller en interne sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a un gros enjeu dans les collectivités de souveraineté. On en a beaucoup parlé d'ailleurs lors de Naya, l'édition précédente de Naya, c'est-à-dire avoir les compétences en interne, avoir la maîtrise sur les données, leur disponibilité, leur mise à jour. Et ça passe nécessairement par faire monter en compétences les gens dont ce n'est pas le métier à l'origine. Et à partir de là, on pourra nous-mêmes développer nos modèles. On a aujourd'hui un data lab qui nous permet de tester, de faire un peu de test and learn. Mais finalement, là où le plus gros progrès qu'on va avoir à faire, c'est d'embarquer le métier pour qu'il nous aide à concevoir les modèles de données avec son intelligence métier. Et je pourrais vous en reparler tout à l'heure sur un des projets qu'on gère, notamment du fait de la chaleur en ville et comment est-ce qu'on fait pour lutter, non pas en désherbant, mais en plantant des arbres. Donc on va passer de la coupe à la plantation. Alors quand on parle usager, Mohamed Mosba, et qu'on se penche sur vos travaux, on voit à quel point la recherche prépare l'avenir. Dans son rapport sur l'intelligence artificielle, Cédric Villani explique pourquoi l'IA doit devenir prioritaire pour les transports et les mobilités. C'est quelque chose que vous partagez? Absolument. Alors, d'abord, dans le rapport Villani, effectivement, l'exemple qui revient le plus souvent, c'est le véhicule autonome et la mobilité intelligente. Et en fait, quand on parle de transport intelligent, souvent, on pense au véhicule autonome, mais c'est un terme qui couvre l'utilisation du numérique dans le domaine du transport pour passer d'une logique de transport à une logique de mobilité. Et donc, dans ce cadre, sur le campus, on a lancé une chaire avec des partenaires industriels et avec des partenaires académiques. Et l'objectif, c'est de s'emparer de ces questions de mobilité, qui est une question complexe, pour préparer la mobilité de demain. C'est vrai que le rôle des académiques, c'est d'anticiper, c'est de préparer le moyen, long terme, et de réfléchir sur ces sujets-là, qui sont des sujets difficiles, qui nécessitent, alors si on prend l'exemple de la mobilité, la mise deux dimensions. La dimension de travailler avec des partenaires industriels, des partenaires des collectivités également, mais aussi une dimension d'expertise très diversifiée, multidisciplinaire. Donc travailler avec les techniques, des spécialistes d'IA, on va revenir tout à l'heure, mais aussi avec des sociologues, avec des juristes, parce qu'il y a des problèmes juridiques qui vont se poser. Et donc tout ça, autour de tout ça, on a lancé un grand centre d'expertise pour s'attaquer à ces problèmes. Et comme ça a été dit, l'élément central, c'est d'avoir la data, parce que ça, c'est l'or vert un petit peu de l'ensemble des décisions. Et puis, dans le domaine de la mobilité, on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de verrous sur lesquels on se penche. Donc, on a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la recherche fondamentale. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un continuum qui va depuis ces recherches fondamentales jusqu'à des cas d'usage et des expérimentations sur le campus. Alors, on a la chance d'avoir un campus sur Talence Pessac-Gradignan qui est presque une micro-cité. Il est suffisamment grand pour tester tous les problèmes de mobilité. En fait, il y a quasiment tout dedans. On a les problèmes de déplacement domicile-travail, domicile-études. On a les transports en commun qui traversent. On a des routes qui appartiennent à l'université, des routes qui appartiennent à la métropole. Et il y a l'utilisation des transports en commun, mais aussi de la voiture personnelle, des vélos. Et donc tout ça fait pour nous un beau laboratoire pour expérimenter et mettre en œuvre des cas d'usage sur lesquels on travaille actuellement. Et d'ailleurs, hasard ou coïncidence, mais on est en train de mesurer via des capteurs la circulation sur le campus donc pendant ces 2 semaines. Et l'objectif, comme l'a dit Yann, c'est d'avoir un patrimoine de données, parce que c'est ce patrimoine-là qui va nous permettre de lancer des algorithmes et d'aider les décisionnaires de faire le nécessaire pour définir une politique liée à la mobilité. Et c'est en ce moment sur le campus, ces petites caméras, c'est ça qui captent Voilà, alors si vous passez... Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des capteurs tout au long à toutes les entrées de l'université. Donc il y a des capteurs et des caméras. Et le but, en fait, c'est de compter le nombre de voitures, le nombre de vélos, le nombre de cartographier la mobilité. Et en fait, il y a des hypothèses qu'on veut vérifier.
Par exemple, est-ce que le campus c'est une zone de transit, hein, on entend beaucoup dire ça, mais on aimerait bien le vérifier de manière quantitative et tester ça. Donc, on a installé ces capteurs et ces caméras. Et on l'a mis maintenant parce que c'est une zone, c'est un petit peu la zone haute, où il y a beaucoup de circulation. Et ça nous permet d'avoir des données qui sont significatives. Et par la suite, alors ils vont servir par ailleurs pour nous, pour alimenter les travaux de recherche, les travaux académiques, la formation. Et en fait, il y a un effet un peu d'impliquer aussi, sur le campus, on prépare aussi les citoyens de demain, de les impliquer, de les sensibiliser à tous ces problèmes. Et donc autour de tout ça, il y a un écosystème qui se met en place et qui travaille de manière concertée sur ces questions d'innovation. Très bien, merci beaucoup. Quand on parle des usagers ici, on pourra tout à l'heure peut-être reparler des trams qui sont bondées. On a aussi sur Bordeaux Métropole quelque chose qui revient sans cesse, tous les étés, parfois de plus en plus précocement, qui est la chaleur en fait dans notre métropole. Comment Bordeaux Métropole travaille sur ces isots de chaleur grâce à l'intelligence artificielle ? Alors, effectivement, l'été a été particulièrement rude. Le précédent était bien plus frais et ça nous a pas arrangé justement quand on a fait du calcul de données. Donc on avait déjà commencé à travailler avec le LIR sur la problématique des îlots de chaleur et effectivement on l'adresse en fait tout simplement en collectant de la data de qualité et de la data aussi qualifiée. Pour ça, on a utilisé un dispositif juridique que peut-être certains d'entre vous connaissent parmi les collectivités présentes, qui est le marché public d'innovation. Et qui permet justement de pouvoir explorer et comment dire, avancer, tester, avancer, éprouver, et puis aussi échouer pour certaines hypothèses, sans avoir à connaître à l'avance quels sont les résultats qu'on cherche à obtenir. Et du coup, là où la data va être vraiment très impactante, c'est qu'on va pouvoir se dire, par exemple, je mets des capteurs pour vérifier si un aménagement végétalisé, donc j'ai planté des arbres, j'ai planté des bosquets ou de l'herbe, est-ce qu'il y a eu un impact sur la fraîcheur ? Et on va se dire, je vais mesurer avant, après. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on a vu qu'effectivement, pourquoi pas, l'aménagement végétalisé permet de rafraîchir le quartier ou une rue, on ne sait pas pourquoi, en fait. Et donc là, on en revient un peu aux travaux que les collègues ici présents mènent, c'est de chercher tout le temps le pourquoi le plus finement pour avoir le maximum de variables d'ajustement sur les stratégies qui vont impacter la chaleur en ville. C'est donc concrètement, ça va être quelles sont les espèces d'arbres qui ont le meilleur rendement de performance de rafraîchissement. Parce que les arbres, en fait, ils rafraîchissent d'une part par l'ombrage qu'ils apportent, par la surface de canopée, mais aussi par le fait que leur évapotranspiration. Et donc, si jamais ils sont pas suffisamment hydratés, ils perdent complètement leur rendement de rafraîchissement. Et donc, du coup, tout ce qu'on aura planté, finalement, ne servira à rien si on n'est pas en capacité de s'assurer que ces performances de rafraîchissement, elles sont optimisées au maximum. Et donc, entre deux espèces d'arbres, on peut en avoir une qui va avoir un rendement de rafraîchissement plutôt très optimisé jusqu'à 30 degrés, disons, puis ensuite tout s'effondre. Et une autre espèce qui, elle, va avoir un rendement plutôt moyen, mais qui, à partir de 30 degrés, n'a pas cette perte-là. Et en fait, de connaître tout ça, ça va permettre de se dire, tiens, plantons plutôt cette espèce-là à cet endroit, plantons plutôt telle autre à tel endroit. Un autre exemple concret, c'est le fait de planter des arbres en bosquet ou de les planter en rangée d'alignement. On peut imaginer que d'un point de vue de l'usage, on va préférer planter des arbres d'alignement parce que ça permet de couvrir une plus grande surface de visite. Pour autant, c'est beaucoup plus performant de les planter en bosquet. Et en l'occurrence, il y a énormément d'autres impacts quand on décide la manière dont on va planter l'arbre pour qu'il puisse rafraîchir. Non seulement les espèces, elles se protègent entre elles, et donc du coup, des arbres plantés en paquet vont être plus performants d'un point de vue global, mais en plus, vous évitez de dévoyer des réseaux Internet, d'eau, d'électricité qui coûtent des centaines de milliers d'euros, mais en plus, vous concentrez au même endroit les nécessités d'apport hydrique, mais en plus, vous permettez de concentrer aussi la maintenance des arbres au même endroit. Et donc, si on s'était contenté, comme on le faisait jusqu'à présent, de comparer, j'ai installé mon plan d'aménagement de cette manière et voilà ce que ça a donné en termes de baisse de température, on ne saurait pas tout ça.
Donc, on utilise, alors pour le coup, pour revenir sur la data, on utilise des capteurs, mais les capteurs, ils servent vraiment à échantillonner, à calibrer après les algorithmes qu'il y a derrière. Et on utilise en fait les données satellites de Sentinel 1 et 2 qui viennent capter en fait toute la spectrométrie de couleurs des éléments qu'ils observent. Et donc, Sentinel 1 et 2, vous pouvez nous expliquer? C'est des satellites qui passent tous les 5 jours, enfin tous les 5-10 jours du coup, et qui justement permettent d'observer toute la gamme de couleurs, je simplifie à mort, hein, toute la gamme de couleurs qui est émise par les objets sur le territoire. Et donc l'interprétation de ces données-là, qui est très entre guillemets très fréquente, hein, c'est pas du temps réel, mais c'est au grand maximum tous les 10 jours, permet justement de pouvoir, en fonction du spectre de couleurs émis par les arbres notamment, de savoir la surface de canopée de façon assez fine, c'est-à-dire à différentes couches de hauteur, et également le niveau de stress hydrique. Et d'un point de vue pratique, donc du coup, ça nous amène aussi à publier des cartes sur lesquelles, en dynamique, sur lesquelles on affiche l'état, par exemple, de confort thermique urbain, l'état de stress hydrique des arbres. Et dans l'indice de confort thermique urbain qu'on a échantillonné, qui tient compte donc de la densité de canopée, du stress hydrique des arbres, qui tient compte de la densité de bâti, du type de revêtement aussi, puisqu'ils ont un impact sur l'effet de chaleur en ville. On en calcule un indice de confort thermique à hauteur d'homme, et on voit tout de suite par exemple, c'est une des applications, mais que Place des Quinconces, pour ceux qui connaissent bien Bordeaux, la thermographie est très bleue, c'est-à-dire que les arbres fonctionnent bien, il y a un bel îlot de fraîcheur. Et puis à côté, il y a les allées de Tourny qui sont constamment rouge-jaune, alors qu'il y a des arbres plantés sur les allées de Tourny, et ce n'est pas des arbres jeunes. Donc c'est des arbres qui sont en pleine maturité, normalement, de leur capacité de rafraîchissement. Et en un clin d'œil, on voit tout de suite que ces arbres, ils ont un problème. Et effectivement, le service des espaces verts nous a confirmé que ces arbres ne sont pas assez alimentés en eau et ont des problèmes. Et donc, on imagine, mais alors, tout un tas d'applications. En un clin d'œil, on a tout le territoire. Alors, c'est de la 2D, hein, c'est pas de la 3D, comme à Nantes, par exemple. En un clin d'œil, on a tout le territoire de Bordeaux Métropole qui est cartographié du point de vue du stress hydrique des arbres, du point de vue de l'indice de confort thermique urbain, donc du ressenti des habitants, du point de vue des bâtiments eux-mêmes, puisqu'ils sont aussi soumis à l'effet de chaleur, et donc il y a des répercussions en interne des bâtiments. Du point de vue, ça peut être de la voie. On est en train de réfléchir justement avec le pôle mobilité pour essayer d'améliorer les temps d'attente des voyageurs quand ils sont en plein soleil, pour voir si c'est réellement performant de mettre en place des abribus végétalisés. Donc tout ça, il y a de l'algorithmie, il y a du calcul, il y a de l'intégration de données, mais ce n'est pas encore de l'IA au sens strict. En revanche, plus on avance, plus on prépare un outil qui sera IA ready, en fait. Voilà. Cette donnée, justement, vous la collectez depuis combien de temps pour la cartographier, et est-ce qu'elle accompagne directement en fait, la décision politique ? Alors, on la collecte. C'est une expérimentation que l'on mène depuis un an. Il y a eu 2 étés. Donc, autant vous dire que l'été 2021 a été cataclysmique du point de vue de mon projet. Et l'été 2022 a été une bonne opportunité de débloquer plein de fonds, d'ailleurs. Mais du coup... faut bien qu'il y ait des avantages. Mais évidemment, tout le monde a pris conscience de l'enjeu majeur pour les prochaines décennies, qu'est la chaleur en ville. Et des impacts. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions d'aménagement urbain pour pouvoir finalement préserver une chaleur en ville et un confort en ville. Et donc les données, elles sont collectées par des capteurs, comme je le dis, elles sont collectées par des données satellites, mais c'est là où on a vraiment souhaité, dans le cadre de cette approche innovante, travailler sur démontrer la valeur ajoutée de la donnée, et notamment aussi de la donnée terrain. Donc je vois que les équipes UX sont présentes aujourd'hui, et donc la donnée terrain, c'est aussi aller voir les vrais gens pour leur demander comment eux ils se sentent. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et de la data de qualité, c'est pas uniquement de la data scientifique, de la data de capteurs. C'est aussi de la data collectée par les gens qui sont concernés par les services qu'on met en place. Et quand on les interroge, et c'est un sujet, c'est peut-être la plus grosse difficulté que j'ai sur ce projet, c'est de convaincre les techniciens que l'avis des habitants compte. Parce que si on dépense 200 000 € pour dévoyer des réseaux, si on dépense une énergie folle pour aller alimenter en eau des micro-forêts urbaines et pour les planter,
il faut que ça serve et que les habitants se servent de ces lieux d'usage. Et aujourd'hui, quand on interroge les personnes, on s'aperçoit qu'il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas par les capteurs et qui viennent impacter est-ce que la personne va réellement utiliser ce lieu ou pas. Voilà. La data au service des habitants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Monsieur Mosba, avec vos différents travaux. Été comme hiver, cette fois-ci, automne comme printemps, le tram est surchargé, bondé. Alors, allez, à tout hasard, je pense à la ligne qui va sur le campus. Comment vous travaillez dessus et comment la donnée et l'IA vous permet de travailler dessus? Alors, c'est un bon exemple parce que pour la mobilité, en fait, il est maintenant admis qu'on atteint la limite des ressources. On ne peut plus, rajouter de ressources, les élargir. Et l'exemple type, effectivement, c'est la ligne du tram, le tram B qui dessert le campus. Alors on ne parle plus d'heures de pointe, on parle d'heures d'hyperpointe, hein, parce qu'il n'y a plus de place quand on prend le tram entre 8h et 10h et le soir au retour entre 16h et 18h. Il n'y a que deux solutions. Soit on rajoute des trams, ce qu'a fait Keolis Bordeaux Métropole. D'abord, c'est un coût. Et puis, ils ont atteint la limite. Même s'ils rajoutent beaucoup de trams, on laisse passer. Et il y a une très forte pression sur le tram. Et d'ailleurs, c'est un cas qu'on peut retrouver qui est générique à d'autres cas quand il y a des transports en commun qui desservent également des zones industrielles. Et en fait, la question qui se pose, ou en tout cas, la méthode qu'on est en train de creuser, c'est de voir s'il y a un lien entre un décalage horaire des emplois du temps, typiquement des étudiants, et la diminution de la surcharge sur le tram. Et donc, comme vous l'avez dit, on fait ce travail un petit peu amont en récupérant les données de Keolis, les données de scolarité, des divers services, nombre d'étudiants. Et en fait, on développe des moulinettes qui permettent d'avoir des algorithmes pour savoir si, par simulation, on arrive à diminuer la pression sur le tram si on change, on décale d'un quart d'heure, d'une demi-heure. Alors, les étudiants qui travaillent sur ça pensaient qu'ils allaient arriver plus tard, mais en fait, je leur ai dit non, on peut aussi commencer plus tôt. Donc, en fait, on l'a fait actuellement, on a fait un premier travail avec Keolis sur ça, et c'était concluant sur une station. Et l'idée, c'est d'essayer de le faire un petit peu sur toute la ligne, parce qu'il faut éviter aussi les problèmes un peu d'effet de bord, où il peut y avoir des transmissions de passagers qui ne descendent pas forcément à la première station, mais à la seconde. Et puis, on a rencontré un problème, en fait, et c'est un problème qui est compliqué, c'est que on n'a pas, pour Bordeaux, pour Keolis, il y a la validation, donc on a les données de validation, mais on n'a pas les données de descente. Hein, quand on prend le tram, on ne sait pas où descendent les usagers. Et donc ça, du coup, on a des données manquantes. Et on est en train de regarder un petit peu par des technos, d'ailleurs avec des partenaires comme Ducati, de voir si on peut développer des outils qui permettent un peu de compter le nombre d'usagers et d'avoir cette donnée. Alors on complète évidemment par des enquêtes et par d'autres sources d'informations. Et l'idée, c'est un peu de fusionner toutes ces informations pour avoir des décisions, ou en tout cas des résultats qui sont fiables et qui sont acceptables et qui montrent un peu la pertinence de cette approche. Ça a été fait à Rennes, mais en fait Rennes c'est un cas différent. Le campus de Talence est très particulier. Et donc c'est un exemple qui montre qu'on a besoin d'une algorithmique fine sur les données. Alors c'est de l'IA à terme, mais dans un premier temps c'est plutôt de traitement avancé de l'information, information qui provient de plusieurs sources. Et du coup, c'est un exemple de traitement de data pour répondre à un problème un peu d'amélioration de service pour les usagers. Très bien, merci beaucoup. Si les étudiants veulent savoir pourquoi ils vont embaucher plus tôt, dans quelques années, ils peuvent venir vers vous. Alors. Laurent Thierry, on a parlé à plusieurs reprises d'optimisation. Alors on rentre dans l'ère de la data, mais on rentre aussi dans l'ère de la sobriété. À défaut d'être environnementale, elle est au moins géopolitique et économique. Vous avez des exemples en région d'entreprises qui travaillent sur cet aspect-là? Oui, plus que des exemples, peut-être partager un peu des éléments de conjoncture et d'actualité de ce que nous, on voit aujourd'hui, notamment à l'échelle des entreprises et des sites industriels, qui en fait, oui, sont confrontés à des sujets de sobriété, de bilan carbone, de RSE. On entend beaucoup parler de ces sujets-là. Et donc, la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver à compter.
Et donc, souvent, on pense que du coup, pour se décarboner, il faut changer sa chaudière ou installer des panneaux solaires sur sa toiture. Oui, il faut le faire. Mais le premier parcours, c'est de se dire comment je consomme mon énergie et mes matières. Donc ça, aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise que vous croiserez ou que vous pouvez croiser sont en train de se poser ces questions-là. Et du coup, comme vous en parliez tout à l'heure sur les arbres, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui instrumentent, c'est-à-dire vont capter de la data, mais très concrètement, c'est comment mon four il est réglé, comment ma clim elle fonctionne, comment mon moteur tournant il tourne, etc., etc. Parce que justement, pour pouvoir après piloter cette installation et du coup, avant de penser aux solutions de compensation, déjà penser à mieux consommer son énergie, mais aussi ses matières. Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi ses matières, c'est ses déchets, c'est son eau, c'est plein de choses. Il faut arriver à l'instrumenter. Deuxième sujet, à avoir la data. Et troisième sujet, à pouvoir la piloter. Donc aujourd'hui, nous, quand on passe dans les entreprises, c'est aujourd'hui beaucoup de questions qu'on nous pose sur comment on fait, comment on s'y prend. Donc, bon, ben voilà, hein, il y a des audits énergétiques, il y a des prestataires, etc., qui font ça. Mais en tout cas, on est rentré dans cette ère-là, donc qui se fait à l'échelle d'une entreprise, qui peut se faire à l'échelle d'un quartier. On parle là de smart grid, de smart city, sur les déplacements, sur l'énergie, etc., qui se fait aussi à l'échelle des réseaux électriques, des réseaux d'électricité, des réseaux de gaz. Donc, en fait, on voit bien que c'est de la poupée russe, mais qu'en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je pense qu'on est rentré réellement dans cette ère de la data pour la sobriété, parce qu'on voit bien qu'à tous les niveaux, sur l'énergie, sur les flux de matière, sur les déchets, sur les ENR, je parlais de massification des ENR en réalité, c'est-à-dire des énergies renouvelables, eh bien, il va falloir toujours plus de data pour pouvoir piloter. Par exemple, sur les ENR, il y a évidemment comment j'entretiens mes parcs, mais il y a aussi, en fonction de la météo, comment je vais produire, comment je vais réinjecter dans mon réseau, comment, quand les solutions seront déployées, je vais plutôt stocker mon énergie, je vais plutôt la revendre au réseau, je vais plutôt la transformer en autre chose. Tout ça, ce sont autant d'éléments qu'il faut arriver à monitorer en fonction de la data, des besoins des usagers, des besoins demain de la mobilité électrique. Le chantier est énorme, mais c'est le chantier d'aujourd'hui, quoi. C'est une réalité de tous les jours. Voilà. Pour autant, la robotique peut être très consommatrice de matières premières et d'énergie. Comment l'IA et la data permet de résoudre ce problème-là? C'est une question que je peux vous poser à tous les cinq. Comment la data en fait permet de répondre à ces enjeux de sobriété? Peut-être du côté du LIR, Cyril Leclerc. Oui. Donc l'IA, elle nous aide notamment dans le domaine de l'eau et de l'environnement à réduire en fait les prélèvements et le stress hydrique, donc les prélèvements dans la ressource. Et pour ça, il y a deux leviers en quelque sorte. Il y a un premier levier qui est d'accompagner en fait moi, vous, nous tous sur la réduction des consommations d'eau potable. Donc là, ça passe pas forcément que par de la techno et de l'IA et peut-être par des sciences humaines et sociales et voir comment on arrive à sensibiliser, nous accompagner dans des éco-gestes, dans la réduction de consommation d'eau potable. Et puis, il y a un deuxième levier qui est plutôt très métier, qui est réduire en fait, les fuites sur les réseaux, les pertes en eau. En fait, hein. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais en France, en moyenne, il y a 20% de l'eau qui est prélevée, donc traitée, distribuée, mais qui n'arrive pas jusqu'à votre robinet. Donc là, on parle de pertes physiques, de pertes en eau. Et donc, c'est là qu'on va mobiliser l'intelligence artificielle pour justement lutter contre ces pertes et être plus réactif. Donc tout ça s'appuie effectivement sur un patrimoine de données. Alors on a de la chance, suivant les endroits, sur les réseaux de distribution d'eau potable, d'avoir un peu la connaissance et un peu les fiches de vie des infrastructures. Donc on connaît leur date de pose, leur âge, leurs matériaux, les caractéristiques environnementales auxquelles elles sont soumises, dans quel type de sol, etc. Et donc, tout ce patrimoine de données qu'on va croiser ensuite avec d'autres données qui peuvent être ouvertes, ou alors des données qui sont très métiers liées aux conditions d'exploitation du réseau et tous les réseaux de capteurs qu'on a sur les infrastructures, toutes ces données-là, finalement, vont permettre justement de lutter contre ces fuites, mais à différentes échelles, en fait.
Déjà, toutes ces données-là permettent de mettre en place des algorithmes qui permettent de mieux identifier les priorités de renouvellement sur les réseaux. Donc, c'est des enjeux financiers, en tout cas, qui sont très forts sur les réseaux de distribution d'eau potable. Donc, il y a un vrai enjeu à prioriser et à avoir une gestion durable en fait, du patrimoine réseau et à identifier les priorités de renouvellement pour mettre le bon euro au bon endroit et effectivement déjà anticiper les futures fuites et renouveler à bon escient. Donc ça, c'est un premier axe. Et ensuite, il y a des axes qui sont plutôt autour du pilotage, l'optimisation du pilotage des infrastructures, et notamment sur le dimensionnement des équipes pour savoir effectivement quand on va être soumis à des situations de pic de fuite, et à ce moment-là, l'IA va servir à anticiper et évaluer les besoins en ressources humaines justement pour faire face à ces pics de fuite pour les réparations, mais aussi pour la recherche de fuite. Et puis toutes ces données, on parlait des données satellitaires, il y a aussi toute cette approche un peu dynamique, je ne sais pas comment appeler ça, de la gestion patrimoniale un peu dynamique, qui permet justement d'envoyer les équipes terrain au bon endroit au bon moment, justement pour identifier le risque de fuite des ouvrages dans les rues et essayer d'aller traquer les fuites, même avant qu'elles surfassent en fait, et vraiment être au plus tôt de l'apparition de la fuite, pour les repérer, les réparer et limiter les pertes en eau. Donc voilà, c'est toute cette batterie finalement qui va toute cette batterie d'algorithmes qui vont être mobilisés pour justement favoriser et lutter contre ce stress hydrique et favoriser la transition écologique. Merci. Xavier David Beaulieu, cet enjeu de la sobriété énergétique, c'est au cœur... Alors, on va faire le tour de table et puis après, la salle pourra poser des questions, ne vous inquiétez pas. Xavier David Beaulieu, excusez-moi, du coup, je vais reprendre ma question. La sobriété énergétique est au cœur, en fait, du projet Vitirover depuis son lancement il y a une douzaine d'années déjà. Voilà, alors, sobriété énergétique, on va essayer de traduire ça en chiffres. Grosso modo, avec nos machines pour entretenir 1 hectare en herbe sur une année, ça coûte aux alentours de 100 kWh. 100 kWh, c'est un tracteur de 120 chevaux pendant 1 heure, à la louche. Donc ça donne un peu une idée de l'ordre... Et en 1 heure, on ne fait pas le travail avec un tracteur. Donc effectivement, notre travail sur l'économie d'énergie, je n'ai pas précisé tout à l'heure que nos robots étaient solaires aussi. Donc en fait, cette énergie n'est pas pompée, entre guillemets, sur le bien commun. Quant à l'utilisation de l'IA, on a d'abord commencé par l'utilisation de l'I, toute seule. C'est-à-dire que pour tout ce qui est comportement du robot, on a travaillé avec de l'algorithmie relativement conventionnelle. On a tenté l'approche IA pour tenter d'optimiser, parce qu'effectivement, le robot consomme en permanence de l'énergie pour se déplacer et pour faire tourner ses tondeuses. Le but, c'est d'optimiser son déplacement de manière à ce qu'il se déplace à but utile systématiquement dans des endroits où il y a effectivement du travail à faire. Donc on a tenté l'approche IA pour optimiser le déplacement du robot, et l'énorme difficulté était de qualifier une action immédiate d'un robot, de la qualifier par rapport à un résultat final qui ne pouvait se manifester que plusieurs mois après. C'est-à-dire qu'on ne peut juger des conséquences du choix d'un robot d'aller à droite ou à gauche maintenant. En fait, on va pouvoir être capable de juger, mais encore on n'est pas capable, de juger a posteriori, quelques semaines plus tard, si c'est efficace ou pas. Donc après avoir pas mal travaillé là-dessus, on n'a pas réellement abouti. On a décidé de travailler sur un deuxième vecteur qui est lui beaucoup plus prometteur. C'est un truc qui paraît simplissime, c'est identifier où sont les pieds de vigne, notamment, très concrètement, où sont les pieds de vigne, de manière, connaissant la position de ces pieds de vigne, on peut aussi optimiser le travail du robot et donc, en conséquence, diminuer sa consommation énergétique à la fin de l'année. Donc, ça paraît trivial dans la région, mais reconnaître un pied de vigne sur une photo, c'est loin d'être trivial. Mon collègue est dans la salle, il peut vous en parler longuement. Ça fait longtemps qu'il est sur le sujet, c'est très, très difficile. Donc, en fait, ces algos d'IA nous servent notamment à ça. Derrière, je vous ai dit tout à l'heure que nos robots remontaient sur le web tout un tas d'informations dont les finalités pourraient être agronomiques. Et là, effectivement, l'IA va nous permettre d'extraire de ces masses d'informations qu'on a d'ores et déjà sur nos sites web, d'en extraire des données, voire des données qui pourraient servir, alors pas dans le cadre de l'aménagement urbain, quoique ça se rejoint un petit peu, parce que tout à l'heure, finalement, un des problèmes de l'eau, si on diminue les surfaces étanches et qu'on les remplace par des surfaces enherbées, on transforme de l'eau de surface en eau souterraine petit à petit. Donc, Vitirover peut être aussi une des clés à la consommation d'eau dans les années à venir. Pensez-y tous.
Très bien, merci beaucoup. C'est venu le temps des échanges avec le public. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc c'est plus l'aspect positif que vous nous avez donné. Moi, j'aurais bien voulu savoir quel est l'aspect négatif, c'est-à-dire votre besoin en objets connectés, en serveurs, en bande passante pour récupérer toutes ces données. Ça a aussi un impact sur l'environnement. Alors, je ne pourrais pas vous répondre précisément en termes de consommation, effectivement, que ça génère, effectivement, d'entraîner ces algos, de stocker les données, d'entraîner ces algos, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de travailler justement sur ces questions avec l'Université de Bordeaux pour essayer d'avoir des algos d'IA qui soient un petit peu élagués, un peu plus verts, moins gourmands en énergie, plus légers finalement. Et ça, c'est des travaux qu'on mène actuellement avec le Labri, par exemple, à l'Université de Bordeaux. Donc, pour essayer de réduire ces consommations-là. Et d'autre part, pour essayer de rendre un peu plus interprétables ces grosses boîtes noires. Donc, l'idée, c'est d'avoir de... Et puis ça, c'est important quand même, parce que c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est quand même de réussir à éclairer ces réseaux et comprendre comment ils fonctionnent. Et si on arrive à faire ça, finalement, l'utilisateur qui est ici dans mon domaine, dans notre domaine, qui est l'exploitant, il aura plus confiance au niveau des résultats, on va favoriser l'adoption et donc l'utilisation de ces outils-là. Donc il y a vraiment ces deux axes-là qui sont travaillés aujourd'hui, mais je n'ai pas de réponse directe sur la consommation. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Monsieur Mosba, oui. Oui, je vais compléter, mais de manière générale, je pense que c'est une question qui se pose évidemment. Et alors, dans nos travaux académiques actuellement, on essaie un petit peu de mesurer, en tout cas de quantifier le coût énergétique des solutions. Et vous avez tout à fait raison. Alors, parmi les pistes qu'on regarde, le fait de mettre le calcul le plus proche possible de là où on en a besoin, ce qu'on appelle le edge computing, c'est éviter d'avoir des bandes passantes, des réseaux, des serveurs qui sont des clouds qui consomment énormément d'énergie, mais de faire le calcul utile et le plus proche possible, et faire en sorte même, alors on rentre même de manière un peu plus direct dans les algos et dans les phases amont, en général, qu'on ne fait pas quand on fait des algos ou de la programmation. On ne se pose pas ces questions de consommation. Maintenant, il y a une prise de conscience et on le fait. Et dès la conception des algos, on essaie de faire en sorte que ces questions-là soient prises en compte et de voir s'il y a des calculs qu'on peut éviter. On peut stocker les résultats. Et donc c'est vrai que ça fait partie un peu plus tôt des travaux actuellement, à ma connaissance académique, mais c'est une question pertinente. Un certain nombre de métropoles en France reprennent la gestion de l'eau. On voit que dans des sociétés privées, comme Suez, un certain nombre de travaux, de recherches, d'études sont faites. Est-ce que dans les contrats qu'il y a de reprise de la gestion de l'eau, toutes ces études sont transférées ou est-ce qu'elles vont tomber lettres mortes? Elles vont rester lettres mortes. Qui peut répondre, Madame Maréchal? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc je ne peux pas répondre malgré le fait que je représente une collectivité. Non, je pense qu'il y aura une continuité sur certains sujets, en tout cas. C'est des discussions qui se tiennent actuellement et de continuer à travailler sur un axe innovation avec les métropoles. Donc typiquement, je pense qu'il y aura des suites, peut-être pas sur tous les sujets, mais il y aura des suites et tout ne va pas tomber comme ça aux oubliettes et on va poursuivre. Merci beaucoup à vous pour ces échanges très riches. Merci aussi au public pour ses questions et son attention.